Salut tout le monde, bienvenue au 8e épisode du podcast Entre Génies. Cette semaine, on a eu la chance de recevoir M. Clément Gosselin, qui est professeur en robotique au département de génie mécanique à l'Université Laval. M. Gosselin il enseigne 2 cours de robotique avancée comme cours option et un cours au 2e cycle. On a parlé de son parcours, de ses voyages, son type de recherche. Puis Jay, t'as pensé de quoi de la conversation? C'était super intéressant. On voit que c'était un théoricien dans l'âme, quelqu'un de très, très, très érudit, qui s'exprime bien. Vraiment, on a vraiment apprécié notre expérience. On a aussi parlé, pour ajouter sur ce que tu as dit, Phil, de ses recherches et réalisations. Tu sais, normalement, il a travaillé sur le bras canadien, des simulateurs de vol. On a parlé de ses nombreuses distinctions, notamment que c'est un fellow et un officier de l'Ordre du Canada. On a aussi abordé un peu le côté éthique. Fait que, est-ce que les robots, justement, c'est quoi la place qu'ils devraient prendre dans notre société? Puis, tu sais, notre quelqu'un qui est autant instruit à ce niveau-là, c'est vraiment le fun d'entendre parler de ça. Puis on a parlé aussi de ces articles qui sont très, très, très cités. Fait que c'est vraiment une conversation très, très, très intéressante. Ouais, on a eu du fun à parler avec M. Gosselin, puis bonne écoute à tous. Bonne écoute. Est-ce que c'est Jay a volé ma question tantôt, mais est-ce que c'est votre premier podcast? On a vu que vous avez fait beaucoup d'entrevues puis d'interviews, mais podcast... Oui, en fait, c'est pas mon premier. OK. J'en ai fait un dans une série de robotique de I3E. OK, cool. Donc, mais je pense que c'est mon premier podcast en français. OK. Ça va être plus confortable. Sans doute. Puis je vais vous laisser vous présenter pour notre auditoire un peu votre parcours, votre ville natale, où vous avez fait vos études, puis votre domaine de recherche. Donc je vous laisse aller pour ça. OK. Ben, je suis Clément Gosselin, je suis professeur au département de génie mécanique. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean, donc d'Alma. Donc j'ai fait mes études primaires, secondaires, mes études secondaires au pavillon Willebois-Dufour, qui est une polyvalente, et au cégep d'Alma. Puis au cégep, c'est là où j'ai eu mes premières passions là, pour tout ce qui est scientifique, puis des domaines plus scientifiques et techniques. Et après, j'ai fait mon bac en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, je suis allé à l'Université McGill pour faire mon doctorat. Et après avoir complété mon doctorat à l'Université McGill, j'ai fait une année de postdoc en France à l'INRIA. Oh, super intéressant. Vraiment. Puis y a-t-il une raison en particulier pour aller à Sherbrooke alors que vous étiez d'Alma? Oui. Premièrement, d'une façon ou d'une autre, il fallait que je quitte la région. Puis à cette époque-là, l'Université de Sherbrooke était la seule qui avait le programme avec les stages, donc le programme coop. Maintenant, les étudiants dans toutes les universités peuvent faire des stages. Là. C'est plus du tout la même chose. Mais à l'époque, c'est ce qui m'avait attiré en particulier. Donc, c'était vraiment la raison. Parce que est-ce que l'UQAC avait un département de génie mécanique dans vos années ou non? Oui, il y avait un département de génie, mais il n'y avait pas de programme de génie mécanique. Il y avait un programme qui s'appelait le programme de génie unifié. Je ne sais pas comment c'est maintenant, là. Mais moi, je voulais vraiment aller en génie mécanique. En fait, c'est intéressant parce que j'ai vraiment hésité beaucoup entre aller en génie mécanique ou en génie électrique. Ouais, clairement, c'est ce que j'aurais pensé. C'est ça. Et mon domaine chevauche un peu les deux. Puis, je suis impliqué beaucoup au niveau de I3E, qui est plus côté génie électrique. Là. Parce que la robotique, bon, ça chevauche là, ces domaines-là, mécanique, électrique, informatique, etc. Donc, c'est peut-être le retour des choses là, qui a fait que, justement, j'ai abouti dans quelque chose qui était un petit peu entre les deux. Ça ressemblait à quoi vos années à Sherbrooke, les stages que vous avez faits? Est-ce que c'était déjà en robotique mécatronique ou vous avez un peu essayé tout? Non, j'ai pas fait de stage en robotique. Non. J'ai fait des stages en acoustique. Parce qu'il y avait un gros groupe de recherche au département de génie mécanique en acoustique à ce moment-là. Mais j'imagine qu'il y en a encore un. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la recherche. Donc, j'ai fait 2 de mes stages dans des laboratoires de recherche là, à Sherbrooke. Et à ma dernière année, j'ai fait un cours de robotique. J'ai beaucoup aimé ça. Là. Clairement que ça le donnait à piqûre. C'est ça. Donc là, j'ai cherché à voir où je pourrais aller par la suite pour continuer aux études graduées dans ce domaine-là. Donc, quels étaient les endroits où je pourrais avoir un environnement là, qui serait intéressant là, de haut niveau. Puis à ce moment-là, il y avait un professeur qui était à l'Université McGill, qui est le professeur Angeles,
qui lui était là seulement depuis un an et demi, quelque chose comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui avait été professeur au Mexique, mais qui avait été embauché à McGill. Et lui, donc, c'était vraiment quelqu'un qui est internationalement reconnu, là. Donc, j'ai décidé d'aller là pour faire mes études graduées en robotique. Puis comment vous avez eu son contact? Est-ce que vous êtes allé cogner à sa porte à McGill dans le temps ou vous avez dit... C'est à peu près ça, parce que faut se reporter, là, c'est 1985, il n'y a pas d'Internet. Non. Donc, il n'y a pas de web. Ouais. Donc, comment on fait pour trouver des endroits où ils ont des programmes dans différents domaines? Ben, c'est par contact. On demande à nos professeurs. Avez-vous déjà entendu parler des universités où il y a des gens qui font de la robotique, par exemple? Puis, bon, là, il y a des professeurs qui, par exemple, vont être sur des comités d'évaluation de demande de subvention, mettons pour le CRSNG ou d'autres organismes. Donc, ils voient passer des demandes de projets des profs de différentes universités. Donc là, il y en a là-dedans qui peuvent avoir une idée où quel sujet est qui fort, fait quoi, là. qui fait quoi. Puis ben moi je suis allé à Montréal, puis je suis allé cogner à la porte du professeur Angeles, puis j'ai parlé avec lui, puis il me dit ben moi j'ai des projets, il me parlait de ses projets, ça m'a intéressé, j'ai décidé d'y aller. C'est assez intéressant ça. Puis moi je suis curieux quant à savoir, admettons si on pouvait dresser un portrait de la robotique dans les années 80 justement, ça ressemblait à quoi? C'est parce que ça a énormément évolué, tu sais, dans juste une des questions que j'avais le plus, admettons, c'est y avait-tu vous avez mentionné un cours de robotique à Sherbrooke, mais y avait-tu déjà des concentrations ou c'était comme un domaine émergent au Québec dans ces années-là? C'était vraiment émergent. Il y avait pas grand-chose qui se passait, particulièrement au Québec, puis même ailleurs aussi, là, c'était vraiment nouveau. Mais ça correspond aussi à une époque où le Canada investissait dans la robotique parce que le Canada avait comme mandat de développer les bras pour la navette spatiale. Donc, c'est un domaine qui était vraiment en émergence au Canada. Puis cet investissement-là percolait là, vers les universités là, parce que, bon, le Canada investissait dans des entreprises. Ces entreprises-là faisaient des projets avec les universités. C'était le début de ça, là, de cet investissement-là. Fait qu'il fallait former des professionnels spécialisés là-dedans. Fait que c'est là que les baccalauréats en robotique ont commencé à émerger? Ou... Ah, non, ça c'est venu beaucoup plus tard. Ouais? Okay, non, c'était vraiment au niveau des études graduées que ça se passait à ce moment-là. Ouais, au niveau recherche, puis encore là, c'était le début, là. C'était vraiment le début. Au niveau du bac, il y avait les universités avaient des cours de robotique, la plupart commençaient à avoir des cours de robotique. Moi, le cours de robotique que j'ai eu, c'était un professeur qui était spécialisé dans la fabrication, qui a pris un livre de robotique, puis il a dit, on va faire un cours de robotique. Puis, donc, c'était vraiment le début, là. J'ai une petite mission spéciale pour vous. On s'est mis dans nos questions. Puis, tu sais, on sait qu'on a des auditeurs et auditrices de tous les tous les baccalauréats, de tous les chemins de vie, on va dire. Puis j'aimerais ça, si vous étiez capable de nous faire un petit cours 101 de la robotique. Puis on va vous laisser le temps que ça prend, mais juste de partir peut-être de où c'est commencé brièvement. Où est-ce que quand vous l'avez appris, ça ressemblait à quoi, puis vers où ça s'en va aujourd'hui, puis peut-être donner quelques petits exemples concrets à travers ça, là. Comme la définition de la exact. Oui, en fait, une chose qui est intéressante, c'est l'origine du mot robotique. Donc, ça vient d'une nouvelle, donc ça vient de la littérature, là. Puis c'est Isaac Asimov, que vous connaissez sans doute, un auteur de science-fiction, qui a écrit beaucoup de nouvelles sur la robotique. Puis dans une des nouvelles, il a énoncé les 3 lois de la robotique. Puis c'est là où le mot robotique est apparu pour la première fois. Mais lui, il savait pas qui inventait le mot parce qu'il pensait que ça devait exister. S'il y a des robots, il doit y avoir une science qui s'appelle la robotique. Mais c'est là où on trouve le mot pour la première fois. Donc dans ses écrits. Mais pour ce qui est donc plus sérieusement du côté technique, la robotique, c'est né un peu de la fusion de 2 choses, c'est-à-dire les machines-outils, puis les téléopérateurs. Puis les téléopérateurs se sont développés beaucoup dans les années 1940 parce que on commençait à avoir des programmes nucléaires. Donc là, il fallait faire de la téléopération pour manipuler des substances radioactives. Par téléopération, on sous-entend quoi, mettons, pour... C'est comme un robot, mais sous le contrôle direct d'un opérateur. Un peu comme une pelle mécanique. Donc, vous avez la pelle mécanique, mais il y a quelqu'un qui est dans la cabine, qui a des leviers, donc c'est ça. Donc, c'est pas encore tout à fait un robot parce que il n'est pas encore contrôlé directement par un ordinateur, mais il y a les parties mécaniques, les articulations, tout ça.
Puis de l'autre côté, il y avait les machines-outils. Là, on commençait à vouloir contrôler des machines-outils avec des dispositifs qu'on pourrait dire informatiques, là, primitifs. Là. Fait que ce serait 100% automatique, là, qu'il n'y a plus d'interaction humaine. Il y a une interaction humaine a priori, mais pas lorsqu'on effectue la tâche. Exact. C'est ça, exactement. Okay. Donc, en mettant les deux ensemble, là, on a commencé à se développer des robots. Puis, dans les années 60, le premier robot a été installé dans une usine de GM, là, au New Jersey. Donc, c'est la compagnie Unimation, là, qui a été la première compagnie de robotique. Donc, c'était le début de la robotique industrielle. Bien sûr, dans la littérature, on trouve des robots dans des littératures anciennes. Là. Je pense même qu'il y a un livre dans la Bible où il est question de plus ou moins des robots. Là. C'est pas avec le mot robot. Là, pas un R2D2. Donc, ça existe dans l'imaginaire depuis très longtemps. Là. Mais au niveau technique, là, au niveau scientifique, c'est pas mal dans la disons, fin de la première moitié du 20e siècle là, que ces choses-là sont apparues. OK. Comme vous avez mentionné, le livre Anisma, est-ce que vous les avez lus, ces livres, la série, j'ai le nom au bout de la langue? Ouais, j'ai pas lu toute la série, mais j'en ai lu plusieurs parce que les étudiants dans mon laboratoire, une année, ils m'ont donné comme cadeau de Noël un recueil de nouvelles de Asimov, là, donc j'ai lu ce recueil-là, et je pense qu'il y en a une bonne partie qui sont là-dedans. Je suis pas sûr si ça couvre tout. Là. Moi, j'avais commencé à lire le premier, puis justement, il parlait des robots, mais dans ces années-là, il y avait pas de robots, fait que Anismov, il y avait comme déjà ça dans son imaginaire, on va dire. Oui, exactement. Donc, imagine un principe qui appelle le cerveau positronique. Là. Puis, bon, on sait pas trop ce que c'est, mais ce qu'il imagine, c'est des robots qui peuvent avoir une certaine capacité de perception, de raisonnement, d'action, etc. Mais tantôt, vous me demandiez de faire un petit topo, qu'est-ce que c'est la robotique? Oui, exact. C'est ça, justement, on peut le décrire avec 3 niveaux. Donc, perception, après ça, raisonnement, puis action. Donc, perception, c'est tous les senseurs. Donc, caméra pour la vision, tous les autres capteurs tactiles, autres, etc. Et après ça, il y a le raisonnement, donc un robot qui est capable d'inférer un peu sur ce qu'il perçoit avec ses capteurs. Puis après ça, l'action, c'est-à-dire un robot qui est soit capable de se déplacer ou déplacer des choses, etc. Donc, moi, je travaille du côté action. Donc, développer des systèmes robotiques qui sont capables de manipuler des objets, interagir avec des humains, etc., etc. Fait qu'admettons, si on reprend l'analogie de la pelle mécanique, serez-vous capable de la resegmenter, admettons, à travers ces trois sphères-là? Oui, dans la pelle mécanique, l'aspect perception, ça serait surtout la personne, parce que c'est lui qui regarde où est la pelle puis qui va essayer de guider la pelle en question. L'aspect raisonnement, ça serait aussi la personne, parce que c'est son cerveau qui lui permet de guider les leviers là, de la pelle mécanique. Puis l'aspect action, ça serait la pelle mécanique. Je comprends. Fait que les trois peuvent être imbriqués dans une même machine, autant qu'il peut en avoir un seul des trois, puis ça va tout de même être considéré un robot pareil. Là. Exactement. Fait qu'on comprend par cette définition-là que le mot robot, c'est un très, très, très large éventail. Tu sais, au final, une voiture, c'est un robot, là, dans un sens. On pourrait peut-être aller jusque-là, parce que... le volant, c'est comme le levier. Ouais, exact. Ouais, ben parce que dans la voiture, il y a plusieurs systèmes informatiques, il y a des ordinateurs. Donc, un robot, on dit que c'est sous contrôle d'un cerveau artificiel, un ordinateur. Donc, oui, on pourrait dire que ça se qualifie, là. Pour être un robot. Puis aujourd'hui, admettons, est-ce qu'il y a des branches plus particulières de la robotique? Tu sais, on pourrait penser, je sais pas, mettons, à l'automatisation versus, tu sais, je sais pas, mettons, des robots médicaux. Ou est-ce que vous êtes capable, mettons, de dresser une topologie un peu de ça? Il y en a énormément. Oui, clairement, là, clairement qu'il y en a autant qu'il y a d'humains. Là, et il y a des, comment dirais-je, les requis pour chacune de ces branches-là de la robotique, on pourrait dire, sont quand même différents. Par exemple, si on parle de la robotique chirurgicale, donc les robots qui font les interventions, tout ça, sont des robots qui sont toujours sous le contrôle d'une personne, le chirurgien, mais qui doivent avoir des capacités en termes de précision, de résolution et tout ça qui soient vraiment excellentes. Il y a d'autres robots qui, eux, par exemple, dans des entreprises manufacturières, qui vont travailler de façon autonome. Par contre, ils vont avoir des requis, donc des requis très élevés en termes de répétabilité et tout ça. Mais ils vont peut-être avoir des requis moins grands en termes de précision, en termes du détail, etc.
Dans d'autres applications, les robots, par exemple, dans des applications d'interaction avec les personnes, des robots d'assistance, ben là, dans ces applications-là, les requis, c'est beaucoup la sécurité, l'intuitivité, il faut que ce soit quelque chose qui est simple pour interagir et tout ça. Donc, les requis changent, puis le focus de la recherche va changer aussi. OK. Puis, ça me mène peut-être à aller à ce moment-là envers votre dada à vous, là, que je pense qu'il a commencé avec, puis là, je vous laisserai plus le temps de l'expliquer vous-même, mais vous avez fait votre doctorat en 3 ans seulement, directement après votre baccalauréat, de ce qu'on a vu, à l'Université de McGill, puis je pense que c'était dans les robots parallèles. Les robots parallèles, ça rentre dans quelle sphère? Puis est-ce que vous seriez capable, mettons, de dire par rapport, je pense que c'est par rapport à l'action, dans le fond, que vous avez dit, surtout, que c'est entrepris? Oui. Oui, effectivement, j'ai travaillé sur les robots parallèles pour ma thèse de doctorat, puis je travaille encore sur les robots parallèles. Ça, c'est la beauté de la chose. Bien que j'ai travaillé sur d'autres sujets là, entre les deux, là, plusieurs autres sujets. Qu'est-ce que c'est les robots parallèles? On pourrait faire la comparaison avec des circuits électriques. Donc, vous connaissez les circuits en série puis les circuits en parallèle. Donc, c'est la même chose pour des aspects mécaniques des robots. Donc, un robot qu'on est habitué de voir en industrie, c'est des robots qu'on dit sériels, donc en série. C'est un peu comme le bras humain. Donc, j'ai un segment, une articulation, un segment, une articulation jusqu'à l'effecteur, donc jusqu'au bout. Tout ça est en série. Dans un robot parallèle, j'ai des segments comme ça qui sont attachés à un effecteur commun, donc en parallèle les uns avec les autres, puis je viens entraîner chacun de ces segments-là pour produire le mouvement à l'effecteur du robot. Donc, ça a des propriétés pas mal différentes des robots sériels, et c'est pas, en général, pas pour les mêmes applications. Donc, on va avoir des applications, par exemple, où on a besoin de beaucoup de vitesse, beaucoup d'agilité, ou encore des applications où on a besoin de force, donc de soulever des charges élevées. Je vous donne un exemple, puis je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais vous pouvez regarder les simulateurs de vol. On voulait aller faire ça, justement. C'est ça. Donc, ça, c'est un exemple de robot parallèle. Donc, pourquoi un robot parallèle? Parce que l'objet qu'on cherche à manipuler, qui est la cabine de l'avion avec les pilotes et tout ça, c'est extrêmement lourd et massif. Donc, on peut parler pour un simulateur conventionnel de peut-être 15 000 kg. Donc, c'est impossible d'imaginer un robot sériel qui manipulerait un objet comme celui-là parce que les segments devraient être tellement forts, puis les actionneurs tellement lourds, tout ça, que le robot aurait peut-être même de la difficulté à se supporter lui-même. Donc, avec l'architecture parallèle, là, ça devient possible. Donc, c'est dans ce genre d'application-là. Mais bien sûr, il y a un tas d'autres applications. Pour revenir à mon doctorat, moi, j'ai commencé à travailler, donc, lorsque j'ai commencé mon doctorat, d'abord, je me suis inscrit à la maîtrise. J'avais demandé de Sherbrooke au doctorat, comment il y avait la maîtrise aussi. Je ne pouvais pas m'inscrire directement au doctorat. C'est ça qu'on ne comprenait pas aussi avec nos recherches, mais bon, on vous laisse vous expliquer. C'est ça, donc j'ai commencé comme étudiant à la maîtrise, et après une année, après 2 sessions, j'ai eu la possibilité de faire un passage direct au doctorat. Un peu comme ici, ça se fait aussi, là. Les étudiants peuvent faire un passage direct au doctorat, donc c'est ce que j'ai fait. Et mon directeur de recherche me proposait de travailler sur les robots parallèles parce que lui, il revenait d'un séjour de quelques mois en France, à Paris, avec le professeur Jacques Hervé, qui, lui, avait regardé un peu les possibilités d'utiliser des mécanismes parallèles. Puis il avait suggéré ça à mon directeur de recherche. Puis là, lui, quand il est revenu, il me dit « Tiens, ça, c'est un sujet qui peut-être va être intéressant dans l'avenir. » Il n'y avait vraiment pas grand-chose qui se faisait dans les robots parallèles à ce moment-là. C'était le début. Et donc, c'est ça. Donc, moi, je suis sauté là-dedans à pieds joints, là. Et étant donné que le sujet était aussi peu développé, il y avait beaucoup à faire. Puis, il y avait des jalons intéressants qu'on était capable de franchir là, relativement rapidement. Donc, ça m'a permis d'écrire plusieurs articles scientifiques, puis donc de faire ma thèse quand même dans un temps assez rapide. Oui, puisque 3 ans, faire tout ça, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis par rapport à ces jalons-là, justement, ça ressemblait à quoi? Bien, une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'était de classifier les configurations singulières, les singularités possibles des robots parallèles. Parce qu'on voyait qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'existaient pas dans les robots sériels. Puis ça se comprend pourquoi. Là.
Mais il fallait formaliser ça. Puis donc, il y avait personne qui avait vraiment là, établi ça là, de façon plus formelle. Donc, à partir des équations et tout ça, d'arriver à dire, bon, ben, on pourrait imaginer une formulation générale pour les singularités des robots parallèles. C'est pas la première chose que j'ai faite dans mon doctorat, là, mais c'en est une qui a été intéressante, là, qui nous a vraiment amené à des résultats qui étaient nouveaux puis que les gens ont reconnus. Si on définit un peu la singularité pour notre auditoire. Même que pour moi aussi. Ouais, ok. Je compterais pas de mentir. Ouais. Le mot singularité est utilisé pour toutes sortes de choses. Ouais. Donc, je veux bien dire qu'il s'agit de singularité de robots ici. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, c'est une intelligence artificielle qui domine le monde. C'est ça. Exactement, c'est utilisé pour ça. Pour les robots, ce que ça veut dire, c'est des configurations du robot, c'est-à-dire des postures du robot, dans lesquelles les caractéristiques ou les capacités de transmission de vitesse du robot ou de force sont altérées. Donc, par exemple, je prends un robot avec 6 degrés de liberté, il est capable de déplacer un objet puis l'orienter dans l'espace. Puis je peux arriver dans certaines configurations où, instantanément, dans cette configuration-là, je perds, par exemple, la capacité d'imprimer une vitesse dans une direction donnée. Pour les robots parallèles, ce qui est particulier, c'est que je peux gagner des mobilités additionnelles, puis ça, ce que ça veut dire, c'est que je perds le contrôle de la machine. Là. Mes actionnaires ne peuvent plus contrôler la machine. C'est encore plus sérieux que pour les robots sériels. Puis bon, il y a des cas documentés de ça, entre autres, dans les simulateurs de vol, là, où donc la plateforme va se retrouver dans une configuration. L'avion décroche, mais pas au bon moment, dans le fond. Exactement. Puis pour sortir de là, on peut même pas utiliser les actionnaires du robot. Là, il faut venir avec une grue puis replacer le simulateur. Ouais, j'ai vu dans vos articles, c'est souvent, mettons, on voit le plus 3 ou plus. Est-ce que c'est ça, les singularités? On voit, mettons, 6 degrés de liberté plus 3. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est un autre concept. Ok, c'est d'autres choses. Okay. Ouais, ça, c'est les robots redondants. On met un plus comme ça pour dire que les nombres qui viennent après le plus sont des degrés de liberté, mais qui sont redondants par rapport à la tâche du robot. Okay. Ça, c'est un sujet qu'on a développé, là, je dirais, dans les dernières presque 10 ans, là, 8-10 ans. Je trouve ça intéressant. C'est des robots parallèles qui sont redondants, puis ça nous permet de s'affranchir des limitations des robots parallèles. C'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que ça amène quelque chose de nouveau dans un sujet qui, quand même, est là depuis des décennies. Et ça nous a permis, entre autres, de travailler sur des robots qui peuvent interagir avec les humains. Donc, pour des tâches là, de robotique interactive. Puis ça, c'est un des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Là. Il y a vraiment là une opportunité, à mon avis, là, pour faire des robots qui soient vraiment intéressants là, pour des applications générales, là, même à la maison là, ou autre. Ce serait quoi, mettons, à la maison, pour le fun, une balayeuse qui peut... ça serait plutôt un robot qui nous aide à faire la cuisine. OK. Ou un robot qui va faire notre lit, ou des choses comme ça. Ouais, exact. Puis ça, tu sais, ce sera un pont vers lequel on voulait vraiment parler plus tard, parce que je sais que dans l'éthique aussi de la chose, tu sais, vous avez quand même, je veux pas dire des opinions tranchées, mais tu sais, vous avez une idée claire par rapport à ça, puis c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on aborde plus tard, là, mais je pense que je continuerai peut-être sur la ligne du temps initiale qu'on avait abordée, parce que là, il reste quand même un petit bout. Là. On est arrivé à l'université seulement, puis là, je vous dis, c'est... Ouais, exact. Non, mais on voit qu'après ça, c'est ça, vous avez fait le post-doctorat à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique en France. Parlez-nous donc de ça, ça ressemblait à quoi, puis c'était pourquoi que vous êtes allé là? Oui, ça aussi c'est intéressant. En 1988, j'étais dans la dernière année de mon doctorat à McGill, puis il y avait la conférence ICRA, qui est la grand-messe de la robotique. Là, chaque année, c'est une conférence annuelle, et qui avait lieu à Philadelphie. Puis là, il y a un des profs dans le laboratoire, qui était le professeur Vincent Hayward, qui a décidé de louer une vanne, puis il a demandé aux étudiants dans le labo qui seraient intéressés d'aller à cette conférence-là, s'ils voulaient se joindre au groupe. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'était facile d'y aller, puis, étant donné que c'était à Philadelphie. Et à cette conférence, parmi tous les articles qui étaient présentés, il y avait un article sur des robots parallèles. Alors moi, j'ai vu ça dans le programme, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir cette présentation-là. Et c'était un chercheur français qui s'appelait Jean-Pierre Merlet qui présentait cet article-là.
Et évidemment, je suis allé lui parler après sa présentation, là, parce que il y avait tellement personne qui travaillait sur les robots parallèles. Moi aussi. Exactement, je lui ai parlé de ce que je faisais, de ce qu'on faisait à McGill et tout ça. Puis c'est là, lui, il m'a parlé de la possibilité de faire un postdoc. Donc, il m'a donné un contact à l'ambassade de France à Ottawa. Donc, j'ai contacté des gens là et j'ai obtenu une bourse française pour aller faire le postdoc. Donc, puis c'était pour moi l'opportunité, là, parce que c'était un des seuls autres labs dans le monde où on travaillait sur les robots parallèles. Donc, je suis allé là-bas. Puis, ce que je dois dire, peut-être je l'ai pas spécifié vraiment, mais les travaux que j'ai faits à McGill, j'ai fait aucun travail expérimental. Okay. C'est strictement du travail théorique. Wow. Donc, j'ai pas fait bouger de robots, là, j'ai pas construit de robots. C'était des équations, puis c'était de développement, donc des méthodes, des algorithmes, pas vraiment des algorithmes, mais des très mathématiques surtout. Oui, c'est ça. Très mathématiques. C'est ça, parce qu'il fallait développer ça au départ. Donc, j'ai aussi travaillé sur des architectures de robots là, plus spécifiques, mais toujours d'un point de vue là, de la modélisation théorique. Puis après, quand je suis allé à l'INRIA, ça a été un peu la même chose aussi, sauf que là, c'était plus le côté optimisation. Il y avait de l'optimisation aussi dans ma thèse de doctorat, mais on propose des architectures de robots parallèles, on est capable de les modéliser. Maintenant, comment est-ce qu'on sait si quand on les construit, est-ce que c'est une bonne architecture, est-ce qu'ils sont optimum et tout ça? Donc, c'est ça, j'ai travaillé plus sur cet aspect-là, caractériser plus l'aspect design, on pourrait dire, mais design fondamental. Je comprends. Puis est-ce que vous aviez toujours eu, depuis votre geste, la fibre, on va dire, ambitieuse? Comme là, vous êtes allé à la réunion à Philadelphie, vous avez rencontré lui, vous êtes allé au doctorat, aller à McGill rencontrer un professeur. C'est comme se créer des opportunités un peu. Est-ce que vous pensez que ça vous a mené où vous êtes aujourd'hui? Ouais, sûrement, parce que moi, je voulais, j'avais soif là, de travailler sur des choses passionnantes, là. Puis quand je suis allé voir le professeur Angelis qui me parlait de ces sujets-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là. Et la même chose quand j'ai parlé à Jean-Pierre Merlet à la conférence. Puis aussi aller à la conférence, c'était l'expérience d'y aller, là. C'est tout le monde qui travaille en robotique connaît cette conférence-là. Puis je présentais pas un article à cette conférence-là, mais je voulais vraiment y aller pour aller voir là, tout ce qui se faisait dans le domaine et tout ça, là. Mais je pense aussi que le monde de la recherche travaille vraiment ensemble comme une famille dans la même direction. Tandis que je pense côté un peu entreprise privée, c'est comme tout le monde développe sa technologie pour eux-mêmes, puis la brevette, mais la recherche, je trouve que la beauté de ça, c'est que tout le monde s'aide, tout le monde veut développer, tout le monde veut avancer dans la même direction. Il doit y avoir de la compétition quand même, je pense, mais... Oui, il y a toujours de la compétition, c'est certain. Mais la différence, c'est que dans le monde académique, on publie tout ce qu'on fait. Donc, on peut voir ce que les gens font parce qu'ils vont publier et on n'a pas le choix de publier. Alors que dans l'industrie, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Ils vendent à la place de publier. Eux savent ce qu'on fait, mais nous, on ne sait pas toujours ce qu'ils font. Donc, je donne un exemple. Là, les robots de Boston Dynamics sont très impressionnants, là, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pas certain comment ils sont contrôlés. C'est parce qu'il y a quelqu'un avec des ficelles en haut là, qui les tient. Ouais, peut-être pas jusqu'à ce point-là, non, mais c'est ça. Mais on n'a pas d'articles qui sont publiés qui expliquent exactement tous les détails. Peut-être qu'ils se sont fiés sur un de vos articles. Ils se sont fiés sur beaucoup d'articles, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Comment ça marche? Est-ce que vous savez qui vous recite un peu? Ce qu'on a vu, vous êtes vraiment les plus cités, vous avez gagné de nombreux prix aussi au niveau de la recherche et de la publication. Mais comment ça marche, ça, comme quand quelqu'un prend des informations de vos recherches? Ouais, c'est quand les gens publient des travaux, ils vont se référer à des travaux existants, donc ils vont mettre des références, donc on part toujours de quelque part. Et donc, s'ils citent nos travaux dans leurs références, là, ça c'est comme documenté, là, puis on peut voir qui a cité nos travaux. Donc, on peut voir les citations, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont cité mes articles puis mes travaux. Est-ce que c'est une fierté pour vous? Oui, c'est certain que ça fait plaisir parce que on voit que les choses qu'on a faites ont été reprises puis que les gens ont fait quelque chose d'autre avec, là. C'est de la même façon pour moi une grande fierté de voir les étudiants que j'ai formés, qu'est-ce qu'ils font après.
Donc, les étudiants dans mon laboratoire, par exemple, qui ont fait des maîtrises, des doctorats, qui ont démarré une compagnie comme la compagnie robotique, qui est maintenant une compagnie internationalement reconnue, ben, ça me fait très plaisir, là, parce que c'est une fierté là, d'avoir pu participer, mettre mon petit grain de sel. Comme un mentor. Je pense que c'est un gros grain de sel. Un bon gros grain de sel. Puis par curiosité, êtes-vous encore proche de robotique? Est-ce que vous faites encore du développement avec eux? Pour l'instant, non. On n'a pas de projet conjoint. Pas de projet. Et c'est sûr que des entreprises comme ça, eux, ils vont développer beaucoup en fonction des besoins de leurs clients. Ouais. Donc, ils développent leur propre chose aussi. Donc, ça, c'est normal. Ils sont partis avec un premier produit qui était issu de nos travaux, mais après ça, bon... Oui, ça a évolué en quelque chose de complètement différent. C'est ça. Ils s'adaptent au marché. C'est ça. Puis là, si on continue sur la ligne du temps un peu, là... On peut continuer la ligne du temps. On a fait nos recherches, puis il y avait beaucoup de recherches à faire. Ouais. Mais ensuite, vous avez pris une demi-année sabbatique en Allemagne, puis on a vu le nom de l'institut, c'était à peu près 45 lettres, avec juste des F, des R, des H, des V. Fallait parler en allemand. Fait qu'on s'est dit que vous pourriez le prononcer pour nous. Ouais, c'était le Institut für Getriebetechnik und Maschinendynamik. Ça veut dire l'Institut sur les mécanismes et la dynamique des machines. OK. Est-ce que vous avez appris un peu d'allemand là-bas durant votre séjour? Oui, ben j'ai eu une bourse de la Fondation von Humboldt qui est pour amener des chercheurs étrangers en Allemagne, ou l'inverse, des chercheurs allemands qui vont à l'étranger. Puis ça incluait là, la possibilité d'avoir des cours et tout ça. Ah, cool. Mais j'avais déjà pris des cours d'allemand avant, donc j'avais un petit peu une base. Ouais. Maintenant, c'est sûr que ça fait longtemps. Là, vous avez la prononciation. Oui, exact. La prononciation est encore bonne. Là. Je suis un peu plus rouillé. Il faut des bières allemandes pour ça. Ouais, exact. Un petit secret, peut-être, c'est que mon épouse, sa langue maternelle, c'est l'allemand. Ah, OK. Ça m'a aidé un peu. C'est ça, là. On voit ça vient d'où. Fait que, puis ça, c'était par rapport à quoi? Vous avez étudié la dynamique. Est-ce que vous avez encore approfondi les singularités, votre domaine, les robots parallèles, encore une fois? Non, ça, c'était différent. Okay. C'est que quand j'ai commencé à l'Université Laval, j'avais fait mon doctorat, mon post-doctorat, j'avais travaillé sur les robots parallèles, je trouvais ça super intéressant. Et je m'étais dit, j'aimerais ça faire un peu autre chose aussi que les robots parallèles. Puis j'avais commencé à travailler sur l'appréhension. Okay. Donc, les mains articulées, puis essayer de développer des nouvelles mains articulées qui seraient précises, mais performantes aussi, mais surtout simples à contrôler. OK. Donc ça, c'était l'idée, là, l'innovation, là, c'était d'inclure dans la mécanique des doigts un certain niveau d'intelligence qu'on appelle, nous, l'intelligence mécanique, qui fait que les doigts peuvent saisir des objets de façon plus ou moins naturelle, automatique. J'ai vu votre robot qui prend un 25 cents sur une table. C'était super impressionnant, ça. Oui, c'est ça. Puis en même temps, il n'est pas si complexe que ça, le préhenseur. Là. Il n'y a pas tant d'actionneurs que ça. À l'époque, là, dans les années 80, les mains de robots, il y avait entre autres une qui était célèbre, c'était la main Utah MIT. Puis il y avait 16 degrés de liberté dans les doigts. Il y avait 32 actionneurs pour actionner ça, qui étaient dans l'avant-bras. Mais c'était énorme, la batterie d'actionnaires. Je ne ramasserais pas un 25 cents sur une table. Non. Puis, donc, l'idée de base, c'était de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec moins d'actionnaires, mais une certaine mobilité qui serait quand même intéressante. Puis, on peut expliquer le concept de la façon suivante. Si vous prenez votre index, par exemple, puis vous essayez de plier chacune des phalanges indépendamment. C'est très difficile. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Il y a des gens qui y arrivent. Moi, je suis un gars d'escalade, fait que... Ah ben oui. Voilà, ça, c'est... je serais un bon robot, moi. mais malgré ça, quand je prends un objet, je peux m'adapter à la forme de l'objet sans problème. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'était d'essayer de copier un petit peu ce comportement-là. Donc, d'avoir, mettons, un actionneur unique pour le doigt, mais une mobilité plus grande. Puis c'est ça qui est venu à développer. Mais je reviens à la question. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et cet institut en Allemagne travaillait, entre autres, sur des préhenseurs. C'était pas exactement la même ligne de direction que ce que j'avais, là, mais il travaillait pas mal sur les préhenseurs pour des applications industrielles et tout ça. Donc ça m'a intéressé. Puis j'étais intéressé à aller en Allemagne. Élargir les connaissances. Ouais, c'est ça. L'expérience d'aller en Allemagne m'intéressait aussi. Donc c'est ça qui m'a amené là, à cet endroit-là.
Puis après, ben, quand je suis revenu, j'ai continué à travailler sur la mécanique de l'appréhension, les préhenseurs, tout ça, et les robots parallèles aussi. C'est en quelle année que vous êtes arrivé comme professeur ici? À l'Université Laval, 1989. 89. Ça fait un bout, ça. Ouais. Mais aussi, on a vu que vous avez démarré beaucoup de programmes ou de recherche. Justement, votre laboratoire, là, ça a été dans les premiers, je pense, en robotique à l'Université Laval. Oui. C'est ça. Moi, j'ai démarré une équipe là, en arrivant là. On a appelé ça le laboratoire de robotique. Maintenant, on lui donnerait peut-être des noms plus précis, là, mais bon, c'était le laboratoire de robotique. Là. Il n'y en avait pas d'autres. Maintenant, il y a entre autres un laboratoire de robotique au département d'informatique et le laboratoire de robotique Boréal. Parce que bon, ça s'est développé et tout ça. Mais c'est ça. J'ai démarré le laboratoire de robotique tranquillement, puis ça a grossi. Maintenant, il y a 4 professeurs qui travaillent dans le domaine de la robotique là, au département, qui sont dans le laboratoire. Donc, c'est une équipe d'étudiants gradués de peut-être 30-40 personnes. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis c'était quoi votre objectif initialement de créer le laboratoire? C'est-tu juste de continuer à approfondir vos connaissances ou bien vous vouliez, admettons, vraiment transmettre cette passion-là? Mais tu sais, j'imagine évidemment que c'est un mix des deux. Là. Pourquoi l'Université Laval aussi? Ouais, je pense que votre père était pas professeur? Non. Non, ok, je me suis trompé de Gosselin. Non, mais quand je suis arrivé au département de génie mécanique, il y avait un autre professeur qui s'appelait Claude Gosselin. Ok, c'est peut-être ça. Ouais. Et mon beau-père, il y a eu Claude Gosselin. Je pensais que c'était non, relié. C'était un collègue. Puis comme on a la même initiale, il y a eu une certaine confusion au début, là. Le même initial de prénom, je veux dire. Ouais. Donc, notre courrier était... À l'époque, c'était le courrier papier, là. Notre courrier était pas mal mélangé. C'est Gosselin. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc, quand Louis Gosselin est arrivé, on a dit heureusement que tu t'appelais pas Christian. Là, il n'y a plus de Gosselin, par exemple. C'est saturé. Donc, c'est ça. Je sais plus de quoi on parlait. Ah, oui, pourquoi l'Université Laval? Oui, ben parce qu'ils m'ont offert un poste. Une bonne réponse. Donc, moi, ce que je voulais, c'était m'installer un endroit où je pourrais faire de la recherche, puis développer une équipe de recherche, puis former des étudiants. Puis j'ai toujours, pendant toutes mes années à l'Université Laval, toujours trouvé des étudiants intéressés, passionnés, qui ont voulu travailler sur des projets. Je suis choyé là, de ce côté-là. Et il y a une autre chose qui a été vraiment un gros plus pour le développement du laboratoire ici, c'est la disponibilité de l'atelier de fabrication. Parce qu'au fil des ans, on a construit beaucoup de prototypes de robots. Puis le fait de pouvoir les faire sur place à l'atelier, ça, c'était vraiment quelque chose qu'on ne voit pas partout là, dans les universités. Là. Mais c'est vraiment un atout. Parce qu'on peut parler à la personne qui fabrique les pièces, on peut faire de l'interaction, etc. Puis on arrive à des excellents prototypes de cette façon-là. C'est un de vos gros points de vente pour aller chercher des étudiants, des fois à l'étranger ou à d'autres universités, dire, regarde, t'auras pas juste des équations, on va le faire pour de vrai, le robot, là, on va le mettre. Je pense que ça attire des gens, effectivement, parce que faire des prototypes, là, c'est comme si nos idées prennent vie. Ouais. Bon, là, quand on voit bouger les prototypes pour la première fois, là, Quand on les voit pas bouger, des fois aussi. Ouais, c'est sûr que... Ou encore, on les voit bouger, puis ils se comportent pas exactement de la façon qu'on avait prévu. Ça peut arriver aussi. Mais si on a bien fait notre travail, en général, ça donne des résultats intéressants. Et quand on construit quelque chose, on apprend toujours quelque chose. Ah oui, effectivement. Donc, c'est sûr qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart là, qu'on doit maîtriser, qu'on doit apprendre à gérer. Là. Donc, c'est toujours un élément important. Je voudrais ajouter quelque chose aussi là-dessus. Ouais. C'est que j'ai dans mon équipe 2 professionnels de recherche qui aident beaucoup les étudiants là, pour justement cet aspect-là. Donc, de prendre les concepts puis d'en faire des prototypes. Donc, les personnes en question, là, Thierry Laliberté, Simon Foucault, là, ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et c'est un atout indéniable pour les étudiants. Puis, est-ce que l'arrivée de l'impression 3D, ça vous a aidé à les prototypes? Parce que je suis la chaîne YouTube là, des robots, puis vous publiez tout le temps les robots, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis ils ont tout le temps l'air d'être faits en type prototype, là, impression 3D. Est-ce que ça l'a... Dans votre temps, excusez-moi, est-ce que c'est pour ça que c'était moins pratique un peu les robots, c'était plus des équations, c'était plus dur de fabriquer le prototype, c'était plus coûteux? Ou... Ça, c'est certainement un élément.
Parce que l'impression 3D, c'est sûr que ça facilite le prototypage parce qu'on a plus le droit de se tromper. Quand on commence à couper du métal, ben là, c'est plus, ça prend du temps, ça coûte plus cher, etc. Donc, on a moins droit à l'erreur. Et juste pour faire une petite histoire là-dessus, on a acheté au laboratoire notre première machine à impression 3D en 1999. Oh! Donc, c'était vraiment le début de la technologie. Et puis, on a fait des prototypes de mécanismes articulés avec ça. C'était quelque chose qui se faisait pas vraiment à l'époque. Mais on a réussi à développer donc la capacité de faire des mécanismes comme ça. Pour l'anecdote, là, la machine qu'on a achetée en 1999 nous avait coûté à peu près 100 000 $. Oh. La même machine aujourd'hui, vous pourriez l'acheter sans doute pour peut-être 10 000 $. Ou quelque chose comme ça. C'est signe que c'est une technologie qui marche bien parce que tu sais la production a augmenté puis le coût a diminué. Fait que c'est le fun de voir aussi. J'imagine que vous avez dû voir ça aussi avec certains de vos robots ou les préhenseurs où est-ce que avant c'était faramineux puis c'était vraiment des coûts absolument incroyable. Puis là, éventuellement, ça s'est industrialisé, je sais pas, mettons au Japon, dans l'industrie automobile. Puis là, le prix s'est mis à chuter. Puis là, ça a pu permettre à des compagnies comme Robotique de mettre la main sur le marché. Oui, absolument. C'est sûr, même les robots eux-mêmes, les prix ont diminué. Là. Bon, peut-être pas dans les 2 dernières années, là, mais à un moment donné, les prix ont baissé là, parce que c'est devenu plus accessible puis plus généralisé. Moi, je suis curieux, quand vous avez reçu l'offre de l'Université Laval pour venir travailler ici, il y avait peut-être, je pense pas qu'il y avait un laboratoire. Justement, vous avez parti du laboratoire de robotique. Est-ce que c'était une de vos missions comme objectif de vraiment être le pionnier, démarrer ça à l'Université Laval? C'était-tu dans votre cahier de charge, on va dire, ou parce que vous auriez pu aller à une autre université comme McGill, c'est là que vous avez appris, puis eux, il y avait déjà un laboratoire. Mais si vous avez sauté les pieds joints, vous saviez dans quoi vous embarquez? Ben, je trouvais le défi très intéressant, là, c'est-à-dire de démarrer un nouveau laboratoire. Ça, c'est certain. Évidemment, j'étais quand même content de m'installer à Québec. Je suis pas originaire de Québec, puis j'ai jamais étudié à Québec, là, mais c'est une belle ville. Ouais. Oui, c'est ça, ça m'intéressait aussi. Mais je trouvais le défi vraiment intéressant. De dire, OK, là, on démarre des activités en robotique. La première journée, j'étais dans mon bureau avec une feuille de papier et un crayon. J'avais même pas d'ordinateur. C'est vraiment incroyable. Donc là, OK, qu'est-ce qu'on fait? On planifie, on va essayer d'avoir des idées pour des projets, aller chercher des fonds, etc. Ça permet de choisir votre propre direction à vous, là, comme votre empreinte un peu aussi, je pense. Oui, ça c'est l'avantage. Le désavantage, c'est qu'on part à zéro, mais l'avantage, c'est que on choisit la direction où on veut aller. Puis là, évidemment, on pense toujours à robotique. Puis là, je pense que on parle de ça depuis le début. Là, je vais mettre nos éditeurs peut-être plus en contexte. Robotique, c'est une compagnie qui font des mains robotisées, qui on va dire qui sont comme à 3 doigts, fait qui permettent, exact, c'est de l'appréhension, fait que c'est pour automatiser certains processus, puis carrément remplacer un bras d'humain puis une main d'humain. Puis moi, la question avec laquelle j'allais vers ça, c'est quoi les autres contributions que vous diriez que vous avez faites dans la région / province qui ont eu des répercussions économiques, admettons que ce soit des robots développés, des fois industrialiser une chaîne, je sais pas, mais c'est quoi ces exemples-là que vous avez? Ouais. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est on a développé du logiciel. Ça, c'était dans le cadre du travail qu'on a fait avec CAE pour les simulateurs de vol. Mais ce logiciel-là a été utilisé par une entreprise qui fait des robots pour l'enseignement. Puis c'était une entreprise ici à Québec qui s'appelait LabVolt, qui a été achetée maintenant par Festo Didactique. Okay, oui. Ouais. Et donc, ils font des robots pour l'enseignement de la robotique. Et donc, ils utilisent un logiciel que nous, on avait développé là, pour leurs robots. Ça, c'est un exemple. Là, c'est un petit projet qu'on avait fait. Mais je pense que l'impact des travaux ici, juste pour revenir rapidement sur robotique. Donc, robotique, ils ont démarré avec le préhenseur à 3 doigts, mais rapidement, ils ont développé d'autres produits. Et leurs produits plus courants maintenant, c'est des préhenseurs à 2 doigts. OK. Robot collaboratif, je pense. C'est ça. Et ils vendent des applications clés en main comme pour faire de la palettisation dans une usine, des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment développé, là, ils ont élargi leur éventail. C'est ça. Ouais. Pour revenir à d'autres exemples d'applications, les logiciels qu'on a développés aussi sont utilisés par CAE.
pour les simulateurs de vol, pour la conception des simulateurs de vol. Et je dirais un impact important, c'est les gens qui ont été formés au laboratoire. Parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent dans le domaine de la recherche en robotique. Par exemple, au Centre de recherche d'Hydro-Québec, il y a beaucoup d'anciens du laboratoire qui sont là. Au CNRC à Montréal, donc le CTFA, le Centre de technique et fabrication en aéronautique. Donc, il y a aussi plusieurs anciens du laboratoire qui travaillent là. Dans d'autres instituts comme ça aussi. Et des professeurs à Polytechnique, à Sherbrooke, qui viennent du laboratoire à l'UQAC aussi. Donc ça, c'est un impact quand même intéressant. Puis si on va un petit peu plus loin en termes de géographique, là, les travaux qu'on a fait sur l'appréhension puis les mets articulés, là, on a fait un contrat avec l'Énergie atomique de la Grande-Bretagne. Donc ça a été quand même quelque chose de très intéressant. Là. C'est pour manipuler des objets contaminés. Donc dans leur centre de décontamination d'objets. Donc ça c'était quand même cool comme projet aussi. C'est un bon défi. Moi j'ai de la misère à me situer historiquement, mais est-ce que le bras canadien, vous avez eu des travaux liés à ça ou est-ce que vous avez aidé aussi là-dessus? Oui, on a travaillé sur... en fait... Avec MDA qui était sport avant. Exactement. Puis ça, c'est une histoire un petit peu anecdotique aussi. Là. Moi, je travaillais sur les préhenseurs dont je parlais tout à l'heure, sous-actionnés, simples à utiliser, tout ça. Et puis, à ce moment-là, donc, on avait construit un prototype. C'était un projet qu'on avait fait avec l'IRSST, l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail. Puis, on a fait une vidéo de notre prototype. Puis j'avais envoyé cette vidéo-là à un de mes anciens collègues de doctorat, un étudiant qui était avec moi au doctorat à McGill, qui lui travaillait chez MDA, qui était à l'époque Sport. Sport Aerospace. C'est ça, à Toronto. Et à cette époque-là, c'était une vidéo sur une vidéocassette, dans les années 90. Donc lui avait un moniteur dans son bureau qu'il avait emprunté, puis il était en train de regarder cette vidéo-là. Quand son patron passait derrière, puis il a regardé ça, il a dit « Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? » Donc lui, il a dit « Ah, ben c'est mon collègue à l'Université Laval qui m'a envoyé ça. » Donc là, MDA ont vu ça, ils ont trouvé ça intéressant, ils nous ont contactés, ils ont dit « Ben nous, on aimerait ça, développer ça pour la station spatiale. » Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à avoir un préhenseur dans lequel il n'y a pas de moteur électrique. Parce qu'ils peuvent le ranger sur la station spatiale, puis là, c'est des froids... extrême. Donc, si il y a de l'électronique dedans ou des moteurs, tout ça, c'est dangereux qu'après ça reparte pas. Donc, là, ce qu'ils trouvaient intéressant, c'est prendre l'outil terminal de leur organe terminal du bras, venir le brancher mécaniquement sur notre préhenseur, puis le préhenseur est purement mécanique. Je comprends. OK. Donc là, on a fait un prototype pour eux qui démontrait ça, mais un vrai prototype, usidé en métal, tout ça. Et ils ont fait des tests avec ça chez eux à Toronto. On a fait une autre version qui a été testée à l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert, tout ça. Puis ça fonctionnait vraiment bien, le système. Mais cette main-là n'est jamais allée dans l'espace. Oh non! Donc, elle était prévue pour ça. Là. Mais on a fait pas mal de travail avec eux là, dans cette optique-là. Mais finalement, ils sont allés sur d'autres choses. Puis ça n'a pas abouti du côté spatial. Cependant, c'est cette main-là qui a permis... le démarrage de robotique. OK, C'est ça. Peut-être qu'elle va être sur Mars un moment donné. Ouais, exact. On sait pas, on sait jamais. C'est une bonne anecdote, la cassette. C'est cool. Vraiment. Puis, je suis curieux de savoir, est-ce que ça vous arrive souvent en recherche d'avoir des moments où est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que ça va percer assurément, puis finalement, ça finit par flopper un petit peu, puis il y a des choses que vous dites, ça, c'est peut-être juste un petit projet qu'on fait sur le côté à temps perdu, puis finalement, finalement, l'avenir est là-dedans. C'est des choses qui vous arrivent quand même souvent? Oui. Ah oui, absolument, parce que comme c'est de la recherche, on pense à certaines applications, mais ça reste vague. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça, etc. On a une idée en tête, mais des fois, cette idée-là va changer dans le temps, puis ça va nous amener d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire, finalement, ça n'a pas tant d'intérêt que ça, ou finalement, ça a beaucoup d'intérêt. Donc, tantôt, vous parliez des citations. On parlait des articles que j'ai écrits dans ma thèse, c'est ça qui sont cités. Quand j'ai travaillé là-dessus, jamais j'aurais pu penser que les gens vont vraiment reprendre ça puis faire beaucoup de choses avec.
Puis les indices de citation n'existaient pas à cette époque-là. On ne savait pas si les travaux étaient cités ou pas cités, etc. Puis c'est jamais quelque chose qui guide nos recherches, là. On va là où on pense que c'est intéressant. Oui, effectivement. Moi, j'ai jamais travaillé en fonction de citations ou d'indices ou quoi que ce soit, là. C'est comme les likes sur les réseaux sociaux maintenant. Oui, exact. C'est un peu ça. Puis, tu sais, justement, on les a sortis, mettons, les 3 que vous aviez le plus de citations. Puis, tu sais, j'aimerais ça si vous pourriez peut-être repasser dessus, puis brièvement expliquer c'est quoi. Je pense Singularity Analysis of Closed Loop Kinematics Chains. Ça, je pense que vous aviez déjà fait, peut-être, vous l'aviez déjà survolé un petit peu, vous parliez des points de singularité, puis c'est des mécaniques différentes. Mais si, mettons, on passe au deuxième, A Global Performance Index for the Kinematic Optimization of Robot Manipulators. Ça consistait en quoi, ça? C'était que les gens faisaient de l'optimisation d'architecture de robots, mais c'était toujours une optimisation locale. Donc, je suis dans une certaine posture, puis là, j'essaie d'optimiser le robot pour cette posture-là. Mais là, moi, je me disais, oui, c'est bien beau, là, mais quand je m'éloigne de cette posture-là, qu'est-ce qui me dit que je vais encore avoir une architecture qui est bonne? Donc, l'idée de cet article-là, c'était d'intégrer, donc faire l'intégrale de cet indice de performance sur l'ensemble de la zone de travail du robot. Donc, ça paraît simple, mais c'est pas nécessairement facile à faire parce que ça donne des choses compliquées, là, en termes mathématiques. Mais ça a une valeur en termes de design parce que là, on sait plus en moyenne est-ce que le robot est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon dans sa zone de travail. Puis, par curiosité, c'est encore quelque chose qui est vraiment à jour ou c'est un peu comme la mécanique newtonienne maintenant qu'on prend pour acquis, puis on ne cite pas Newton dans nos rapports, dans nos travails. Est-ce que c'est le même cas pour ces recherches-là? Ben, j'ai pas vraiment regardé récemment, mais les dernières fois que j'ai regardé, ces papiers-là étaient encore cités. Énormément? Ouais, peut-être pas énormément, mais à chaque année, il y a encore des citations. Crime, fait qu'ils sont encore vraiment, vraiment d'actualité. Puis sinon, le troisième, c'était Type Synthesis of Parallel Mechanisms. Ça, c'est un livre. OK, c'est pas un article, c'est un livre. C'est ça. OK. Donc, vous avez écrit un livre aussi, je pense. Ça peut-tu? J'ai publié un livre l'année dernière. C'est un manuel pour l'école? Pour le cours. OK, que vous enseignez, ouais. C'est ça, pour le cours d'éléments de robotique. Puis la raison pour publier ce livre-là, c'est parce qu'il n'existe pas vraiment de livre de robotique en français là, qui est disponible. Il y en a, mais il date quand même longtemps. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant là, d'avoir un livre en français. Mais pour revenir au livre que vous avez mentionné, c'est un livre, c'est en fait le point de départ de ce livre-là, c'est la thèse de doctorat d'un de mes anciens étudiants. OK. Donc, Xianwen Kong, qui lui a travaillé sur la synthèse. Et donc, quand il a terminé sa thèse, on s'est dit, ça ferait un bon livre. Parce que c'est un sujet vraiment général, puis que beaucoup de gens pourraient utiliser avec des techniques qui sont utilisables là, en pratique. Donc moi, je suis un co-auteur du livre avec lui, mais lui est l'auteur principal, évidemment. OK. C'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis, je sais pas, Phil, moi, j'aborderais le côté éthique. Ouais, moi aussi, j'ai hâte qu'on parle de ça, là. Depuis le début, c'est ce qui me titille. Tantôt, vous avez parlé des robots qui pourraient nous aider à faire la cuisine ou notre lit, puis des robots qui ont une interaction avec un humain, et non comme un robot qui fait une pièce en usine, quelque chose, vraiment qui a pas une relation, je pense pas que c'est le bon mot, là, mais qui est en contact avec l'humain. Est-ce que là, avec l'arrivée de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui va tranquillement, je pense, être intégré dans la robotique. C'est quoi un peu votre avis là-dessus? Il y en a qui ont peur, il y en a qui trouvent que c'est une bonne chose. J'aimerais savoir votre opinion. Moi, comme chercheur, ce qui m'intéresse, c'est de faire des robots qui soient meilleurs là, que les robots qui existent maintenant. Puis, tantôt, je disais que je travaille surtout sur le côté action. Puis, ce que j'aimerais qu'on soit capable de faire, c'est des robots qui sont capables de faire des tâches réelles dans un environnement humain, mais qui sont 100% sécuritaires. Puis ça, on ne sait pas encore vraiment comment faire ça. Je donne un exemple, un parallèle entre un robot qui travaillerait pour nous à la maison, puis une voiture autonome.
Donc, les deux ont besoin d'une certaine intelligence, mais au niveau mécanique, la voiture autonome, on sait comment faire une voiture. Ça fait un siècle qu'on fait des voitures. Donc, il n'y a pas vraiment de défi au niveau mécanique. Le défi est au niveau des capteurs et de l'intelligence. Pour le robot à la maison, ben lui, on a besoin de l'intelligence, des capteurs, mais en plus, la mécanique, on ne sait pas comment faire. Ouais. Donc, comment faire pour faire un robot qui soit capable d'appliquer des efforts suffisants pour faire des tâches utiles, mais en même temps qui soit totalement sécuritaire, c'est pas évident. Donc, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de questions. Ça nous amène sur l'éthique, évidemment. Moi, l'aspect éthique là-dedans que je vois, en ce qui concerne mon domaine, là, l'aspect action, c'est la sécurité. Ouais. Donc, c'est certain que il faut que, d'un point de vue mécanique, le robot soit 100% sécuritaire. Donc, qu'il soit pas capable de blesser des personnes, là, à moins d'un usage qui serait complètement démesuré. J'ai fait un rêve il y a 2 semaines, je l'avais raconté à Jérémy. J'avais rêvé un robot qui serait capable de couper nos cheveux, comme par derrière. Puis Jérémy me disait non, le rasoir, si l'actuateur va trop loin, ça va te raser la tête, couper une oreille. Mais ça serait peut-être un jour dans le futur. Je suis allé à une conférence l'automne dernier, une conférence de robotique au Japon, puis il y avait un chercheur qui présentait un article dans lequel il avait développé un robot pour faire les tests COVID dans le nez. Là, Puis ils ont fait des tests sur, il me semble que c'est quelque chose comme 1000 ou 2000 personnes. Puis moi, j'étais la personne qui introduisait les articles, le président de la séance. Et à la fin, juste par curiosité, j'ai demandé aux gens dans l'assistance, levez votre main ceux qui seraient à l'aise de se faire un test comme celui-là par le robot. Personne n'a levé la main. Donc, vous voyez, c'est comme... l'enjeu de sécurité, comme vous mentionnez... C'est très important. Ça mène vaguement à... Dans un article de journal qu'on a retrouvé, vous parliez de ne pas vouloir humaniser les robots. Puis je me demandais pourquoi ça. Puis j'aimerais, tu sais, par le fait même que vous donniez peut-être votre définition de humaniser un robot, c'est quoi? Je me souviens pas d'avoir dit ça de cette façon-là. En tout cas, de pas trop humaniser de pas trop humaniser de garder la tâche, je pense. OK. Peut-être que j'ai parlé de quelque chose qui est en robotique qui s'appelle la vallée de l'étrange. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, j'ai jamais entendu, moi. En anglais, c'est le Uncanny Valley. C'est-à-dire que si on a un robot qui ressemble pas du tout à un humain, on le regarde, on le voit, on le perçoit comme un robot. Si on a un robot qui ressemble à un humain au point qu'on pourrait à peine le distinguer, ben on verrait que c'est pratiquement un humain, puis on aurait une certaine aise. Mais si on a un robot qui ressemble presque à un humain, mais on voit que c'est pas un humain, ça donne un sentiment d'inconfort. OK. Donc, c'est ça la vallée, là, la vallée de l'étrange. C'est-à-dire on est confortable avec un robot qui est un robot, mais après, s'il s'approche trop de l'humain, on devient inconfortable. Puis ça, c'est un article qu'un chercheur japonais a publié dans les années 70, je pense, qui décrivait ce phénomène-là. Et puis, ça fait en sorte que si on a des robots qui ont l'air de des humains, mais qui sont un petit peu, pas tout à fait sur la limite, ça se peut qu'on soit pas toujours très confortable. C'est peut-être le sens de la citation. Oui, exact. Parce que je pense pas que c'est une citation directe, mais je pense que, tu sais, mettons dans l'article, ça disait M. Gosselin qui essaie de ne pas humaniser les robots. Fait que, tu sais, on avait pris ce segment-là, puis on s'était dit d'où est-ce que ça vient, peut-être, cette citation-là. Ben, je vais pas dire une citation, là, mais c'était le journal qui recite vos propos. Là. Bref, on joue un peu au téléphone arabe. Je pense Boston Dynamics, au début, il y a le premier, ben pas le premier, mais le chien là, qui se promène, je pense l'université en a un aussi, je l'ai déjà vu dans le Desjardins. Il avait dit qu'il voulait pas mettre de tête justement pour pas que le monde ça soit comme un chien. Là. C'est sûr ça changeait le centre de gravité, mettre une tête de plus. Puis on gardait ça comme un corps vraiment un prisme avec des pattes, mais il n'y a pas de tête, pas de queue comme un chien. C'est peut-être pour cette raison-là. Là. Pour nos éditeurs qui ne savent pas c'est quoi, prenez 30 secondes, allez sur YouTube puis mettez Boston Dynamics Robots. C'est les robots qui ont l'air de des humains, des militaires, puis qui font toutes sortes de pirouettes, qui font toutes sortes d'acrobaties, sont extrêmement agiles. Puis comme on parlait au début, on ne sait pas vraiment peut-être la science qu'il y a derrière ça. Mais moi, mettons, quand vous voyez ça, c'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Justement, êtes-vous inconfortable? Trouvez-vous que ça va dans une direction que vous aimez moins?
Non, pas du tout. Pas du tout? Je trouve que c'est très intéressant, là, qu'est-ce qu'ils réussissent à faire en termes techniques, puis aussi en termes d'entraînement de ces robots-là. Ouais. C'est quand même très impressionnant. C'est phénoménal. C'est incompréhensible quand on apprend vite le robot. Les robots, ils apprennent. Ah, mais c'est incroyable. Moi, il y avait... Justement, on parle un peu du futur, là. C'était... qu'est-ce que vous pensez du futur en robotique, en mécatronique? Ça s'en va où, là, la direction un peu, les recherches ou l'actualité du monde? Parce que je pense des années un peu sabbatiques, comme vous avez fait en Allemagne, c'est élargir nos horizons, nos connaissances, mais c'est un peu de situer... Je me situe où par rapport à mes recherches actuelles? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis en avance sur d'autres personnes? Fait que vous voyez ça comment, le futur de la robotique, un peu? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Entre autres, une des motivations là, maintenant en robotique, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ouais, ça j'allais dire. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une motivation importante. Puis c'est pas juste la question de la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi des tâches que personne ne veut faire. Cueillir des fruits dans un champ au soleil, c'est peut-être pas l'emploi idéal. Donc, dans des domaines comme ceux-là, je pense que c'est inévitable là, qu'il va y avoir des développements de robotique, là, de robots qui sont spécialement conçus pour des tâches comme celle-là. Répétitives. Là. C'est drôle parce que le discours, quand les robots sont arrivés avant, c'était « les robots vont nous voler notre travail ». Maintenant, c'est on veut que les robots aillent faire le travail. Est-ce que c'est ça le dialogue? Je vous poserais peut-être la question. Opinion, c'est ça. Est-ce que c'est ça le dialogue maintenant ou... C'est pas mal ça parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un frein au développement économique. Donc, on perd des opportunités parce qu'on n'est pas capable de fournir donc la demande. Donc là, si on est capable de faire des choses par des robots, on est capable de profiter de l'expansion de la demande ou des choses comme ça. Donc, on réalise maintenant que les robots, c'est pas des voleurs d'emploi, là, mais au contraire, ça peut nous aider à en créer. Créer des nouveaux, ouais. C'est ça. Puis aussi, si nous-mêmes, on fabrique des robots, c'est le cas au Québec, là, on fabrique des robots, encore plus parce qu'on peut exporter ces robots-là. Donc, je pense que c'est gagnant. Puis est-ce que vous pensez, là, je sais pas si vous suivez beaucoup les nouvelles, mais le Québec, il va vraiment en fabrication de batteries auto-électriques avec GM. On a Nordvolt qui s'en vient dans mon coin à Montréal, à Saint-Basile. Mais est-ce que vous pensez que ça va être vraiment robotisé, ces usines-là, automatisées? Ou est-ce qu'il y a des projets? Je sais pas si vous êtes au courant de tout. Je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe dans les usines de batteries. Ouais. J'aurais l'impression que ce serait quelque chose où il y aurait beaucoup d'automatisation. Parce que c'est un produit qui a pas beaucoup de variations, je dirais, contrairement à une voiture là, où il y a beaucoup de variantes. Puis les voitures, c'est beaucoup automatisé quand même. Mais même si je suis pas très au courant de ça, j'aurais l'impression qu'il y aurait sûrement pas mal d'automatisation. Là. Ouais. Puis, je sais pas ça fait combien de temps qu'on tourne, mais sinon je te laisserais faire ton segment. Non, mais je suis pas rendu là encore. Moi, il me reste une dernière chose qu'on n'avait pas abordée, que je trouvais qui était un palier vraiment intéressant de vous avoir en tant qu'invité, puis c'est les distinctions que vous avez eues. Parce que, tu sais, faut vraiment le mentionner, vous êtes un de ceux qui sont les plus acclamés parmi ceux qu'on a reçus. Puis là, tu sais, c'est pas au détriment. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas au détriment des autres, sont absolument incroyables, les autres qu'on a eus, mais tu sais, je peux mentionner parmi ce que vous avez eu, tu sais, une médaille du gouverneur général pour l'excellence académique. Ça, c'était lors de votre baccalauréat. Puis je pense, c'était au niveau canadien ou québécois? Ça, c'est à l'université comme telle. OK, c'est à l'université, excusez, je pensais que c'était canadien, mais tu sais, c'est tout de même absolument incroyable. Et vous avez eu le prix de la Société canadienne du génie mécanique en 1993 pour l'innovation en ingénierie. Vous avez eu le prix D.W. Ambridge de l'Université de McGill en 1988 pour la meilleure thèse en sciences physiques et en génie. Puis là, il y en avait une liste. C'était vraiment impressionnant à voir. Puis il y en avait 4, en fait, qui avaient attiré beaucoup plus mon attention, qui étaient 3 fellows, dont un de l'ASME, American Society of Mechanical Engineers, un de l'IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, un fellow de la Société royale du Canada,
Puis l'autre qui était associé à ça, c'est l'Officier de l'Ordre du Canada. Puis j'aimerais que vous, peut-être, me parliez plus en détail de qu'est-ce que ça représente, justement, ces prix-là. Puis peut-être aussi sur une note plus personnelle pour vous, tu sais, c'est quoi que ça représente pour vous, personnellement, de recevoir ces distinctions-là? En fait, je trouve que vous avez bien choisi parce que le fellowship de ASME, I3E, puis la Société royale du Canada, ça, c'est des distinctions ou des reconnaissances qui viennent des pairs. Donc, ça me fait particulièrement plaisir, là. C'est parce que ça vient des autres personnes qui travaillent dans le domaine. Entre autres, pour la SME puis l'I3E, c'est des collègues d'ailleurs là, qui m'ont contacté puis ont dit on voudrait te mettre en nomination pour devenir fellow pour ça. Ben, c'est des belles reconnaissances, là. Puis, c'est en fait, je dirais à ce moment-là, c'est autant la reconnaissance elle-même que le fait qu'il y ait des collègues qui pensent que vous la méritez, qui ait de la valeur, là. Ça doit faire chaud au cœur. C'est ça, exactement. Puis j'imagine que ça doit vous pousser à en donner encore plus à chaque jour. Tu sais, des fois, ça a dû vraiment être un coup, tu sais, qui vous permet de travailler jour et nuit, là. C'est quasiment en en 24 heures. Plus. Ouais, exact. On vous a pas demandé c'était quoi votre quotidien, mais vous avez l'air vraiment impliqué dans plein de trucs. Jérémy est pro-implication, puis je pense que vous êtes vraiment impliqué. Ah non, mais j'arrive pas au bout du petit orteil. Non, mais moi, c'est vraiment focus, là. C'est très focusé, mon affaire, là. C'est vraiment focusé sur les activités de recherche, là, puis bien sûr l'enseignement, là. Mais c'est, comment dirais-je, je suis impliqué dans les sociétés I3E, ASME, tout ça comme ça, là, mais c'est vraiment à travers là, les activités de recherche. Puis aussi, il y avait Officier de l'Ordre du Canada. Tu sais, ça, je pense que c'est une distinction qui est vraiment rare et qui a une très grosse notoriété à travers notre société. J'aimerais ça que vous me parliez plus de c'est quoi le prix, puis pas nécessairement dire la récompense qui vient avec, mais tu sais, c'est quoi l'implication qu'il y a derrière ça par après, là? En fait, je peux peut-être parler de la Société royale du Canada. Ouais. Parce que quand on devient membre de la Société royale du Canada, on fait partie d'un genre de pool de personnes que le gouvernement fédéral, auquel le gouvernement fédéral peut faire appel pour des avis sur des sujets scientifiques ou techniques. Donc c'est un petit peu ça le rôle de la Société royale du Canada. Pour ce qui est de l'Ordre du Canada, c'est vraiment une distinction honorifique. Okay. Donc, ça n'a pas une implication par la suite nécessairement. Puis, donc, si vous voulez savoir la récompense qui vient avec, là, c'est une insigne. Ouais, non, mais tu sais, la notoriété qui revient avec ça, justement, de, tu sais, savoir que, tu sais, on mentionne souvent avec des grands pouvoirs reviennent de grandes responsabilités, mais tu sais, je pense que vous êtes souvent dans cette situation-là, puis tu sais, clairement que ça vous requiert de rester à l'affût, tu sais, toujours de l'actualité, puis d'avoir toujours des outils pour faire des opinions fondées et crédibles, là. Fait que, tu sais, je sais pas, vous, est-ce que vous le voyez plus comme un privilège, ou des fois, vous le voyez peut-être un petit peu plus comme tabarouette, ça m'en fait beaucoup sur les épaules, là. C'est plus un privilège, je pense, là. En même temps, bon, c'est sûr qu'il y a une certaine responsabilité, là, entre autres avec la Société royale, mais ça fait partie, disons, de l'ensemble des tâches là, du chercheur. Là. Ouais. Est-ce qu'ils vous font appel souvent? Non. La Société royale, est-ce que c'est comme quelqu'un dépose un brevet en robotique puis ils vont vous appeler pour... Non, c'est pour les politiques du gouvernement. Disons, comme les lois. Plutôt les investissements. On veut investir dans tel domaine. Est-ce que ça a du sens d'aller dans ce domaine-là? Des choses comme ça. Puis il y a des colloques qui sont organisés, des présentations, des choses comme ça. Et il y a aussi la responsabilité de voter pour élire les nouvelles personnes qui sont admises dans l'ordre. Est-ce qu'il y en a beaucoup, mettons, au Québec qui ont le même titre que vous, dans un contexte plus robotique, ingénierie, que vous connaissez de près? En termes de robotique, ingénierie, tout ça, vous êtes le seul, sinon en ingénierie seulement, mettons, c'est quelque chose de... Ça, je ne saurais pas vous dire. C'est pour prouver à quel point notre auditoire, tu sais, c'est exceptionnel comme reconnaissance. Je veux dire, et M. Gosselin est allé à, je ne sais pas combien de centaines de conférences, puis tout de même, vous n'avez même pas encore quelqu'un sous la main qui... Je ne saurais pas vous répondre. Ouais, non, mais c'est assez incroyable.
parce que c'est dans tous les domaines, là, donc... Non, je comprends. Bon, ben, moi, Phil, avais-tu d'autres questions? Ton conseil? Ouais, c'est ça. C'est vrai, nous, on finit toujours avec un petit segment. Puis, en fait, si vous aviez un conseil à donner pour quelqu'un qui vient de rentrer en génie mécanique ou qui aurait l'intention de, ce serait lequel? Ben, moi, ce que je dirais, ma perception là, du génie mécanique, là, c'est toujours de faire le lien entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est une fois qu'on a un modèle avec des équations, ben, c'est d'essayer de jouer avec ces équations-là puis les faire parler. Là, j'appelle ça faire parler les équations là, pour nous donner une piste, qu'est-ce qu'on devrait faire en pratique. Donc, de ne pas perdre de vue ce côté-là. Des fois, on a tendance à aller d'un côté ou de l'autre, trop d'un côté ou trop de l'autre, mais garder ce lien-là fort entre les deux, là, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, puis je trouve que c'est un beau compromis à faire, là, une belle piste à suivre. C'est ce qui rend votre pratique la plus intéressante et la plus stimulante à votre avis. Là. C'est vraiment de bien jongler avec un concept théorique, puis le moment donné, c'est comme, OK, c'est trop théorique, on le met à la pratique, puis quitte à ce que ça marche pas, puis on adapte l'un et l'autre. Puis on sait, quand on le met en pratique, on sait qu'est-ce qu'on fait, parce que on a bien étudié le modèle du système, donc le modèle théorique. Donc là, on s'attend à un certain comportement. Là. Puis moi, j'aurais une dernière question. Nous, on vous a pas eu durant notre parcours à l'Université Laval, mais si vous voulez, vous pouvez donner un peu les cours que vous enseignez ou votre domaine de recherche, jamais des futurs étudiants qui ont aimé la conversation, puis ils veulent venir ici vous rencontrer. Ouais, moi, j'enseigne des cours de robotique. Donc, j'enseigne un cours de robotique qui est un cours à option au bac en génie mécanique. Puis, j'enseigne un cours de robotique qui est un cours pour les étudiants qui font les maîtrises et les doctorats. Auparavant, j'ai enseigné aussi au premier cycle, là, j'ai enseigné le cours de dynamique puis le cours de statique aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, j'ai obtenu une chaire de recherche du Canada. Donc, ça a fait en sorte que là, je ne pouvais plus enseigner tous les cours que j'enseignais avant. Là. Donc, on me demandait de me concentrer sur les cours de robotique pour pouvoir me consacrer à la chaire. Là. Donc, il y a un dégagement là, qui avait été prévu pour ça. Puis, bien, c'est ça. Donc, j'ai la chance de voir seulement une partie de la cohorte là, à cause de ça. J'ai pas la chance de voir tout le monde. Puis pour les maîtrises ou les doctorats, est-ce que c'est beaucoup de monde qui viennent vers vous ou des fois vous voyez du monde dans vos cours? Parce que quand le monde choisit vos cours, c'est qu'ils ont vraiment un intérêt particulier pour la robotique. En général, c'est les gens qui viennent. Là, parce que j'essaie de ne pas faire de du recrutement dans les cours, mais c'est sûr que des fois, quand les gens sont intéressés là, dans les cours, tout ça, parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'adresser au professeur. Super intéressant. Je vous remercie beaucoup, M. Gosselin, d'avoir pris le temps de venir parler avec nous aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup. C'est une super belle entrevue. Vraiment, on a adoré chaque seconde. Puis on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci.